T'es prêt Ouais, pour le départ? on y va. Ouais. Cool. Tu veux goûter? Voilà. C'est super sucré, hein. Mais c'est trop bon en fait ce truc. C'est super Je sais bon. pas ce que c'est. Bah, bon. Le concept est récent, mais en fait, les solutions, elles sont pas du tout récentes. Et il y a d'autres ça. concepts proches de la low-tech Qui sont pas appelés low-tech. qui sont plus connus dans le monde du développement, puisque vous, c'est ce qui vous intéresse. Et qui vont vous ouvrir des portes que vous ne trouverez pas si vous cherchez que des gens qui parlent de low-tech. Mais qui, en fait, qui parlent exactement de la même chose, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots. Donc, du coup, il y a technologie appropriable. Ouais. Technologie adaptée, technologie intermédiaire, tout ce qui est du GAD. Enfin, en fait, je pense qu'il y a plein d'autres. Il y a une nébuleuse conceptuelle, même la PERMA. Enfin, il y a une nébuleuse conceptuelle autour de la low-tech qui s'en rapproche énormément. Et dans le milieu du développement, par exemple, le terme appropriate technologies, il est beaucoup plus utilisé que la low-tech. La low-tech, c'est vrai. En tout cas, en France, ça fait quelques années qu'on commence un peu à utiliser le concept, quoi. Le GRS, ça a été je pense des millions de cuiseurs améliorés, qui font 30% d'émissions de carbone en moins. Et ça a vraiment, enfin, à l'échelle d'un pays, développer toute une filière de cuiseurs économes en bois, ça a vraiment limité la déforestation des forêts de la cardamome au sud du Cambodge. Et en fait, ils ont créé une économie, toute une filière quoi, économique où ça crée de l'emploi au niveau local, où du coup les gens ils sont embauchés à fabriquer des cuiseurs qui sont vendus sur le marché. Et finalement ça rentre dans le marché du pays quoi. Et donc ils sont quand même sortis de la logique de l'humanitaire conventionnel où tu viens et puis t'apportes une solution, puis même limite tu l'importes de l'étranger, limite c'était produit en Chine, puis hop t'apportes le système de cuisson. Là c'est produit localement, économe en bois et adapté à la culture. Et c'est marrant parce que du coup ce projet-là il a hyper bien marché au Cambodge, des gens incroyables. Il a voulu être dupliqué en Indonésie, qui est une culture d'un point de vue culinaire on aurait pu se dire c'était assez proche, et ça fait un gros flop. Et ça n'a pas du tout marché. Et en fait, c'est parce que y avait finalement des petites nuances au niveau culturel qui ont fait que ça n'a pas été approprié, quoi. C'est des expériences qui datent quand même d'il y a quelques années, donc c'est pas tout nouveau. Sauf qu'ils ne parlaient pas de low-tech, ils vont parler de technologie appropriable, quoi. Ok. Ça, c'est le GRS, Groupe Énergie Renouvelable, Environnement et Solidarité. C'est marque. GRS, G-E-R-E-S. Et du coup, ils ont leur siège à Aubagne, puis voilà, Marseille, c'est juste à côté, donc... c'est la banlieue de Marseille. Et eux, ils ont vraiment de l'expérience, quoi. C'est des vieux de la vieille, de la technologie appropriée pour le développement, quoi. En fait, ils ont des antennes locales, c'est pas juste ils vont dans les pays. Donc le siège est en France comme dans beaucoup d'ONG parce qu'en fait la levée de fonds va se faire au niveau des pays occidentaux. Mais après, dans chaque antenne, que ce soit au Cambodge, au Mali, en Mongolie ou quoi, ils vont avoir une antenne qui embauche des locaux. Et par exemple, en Mongolie, la solution technique qui va être le plus développée, ça va être des greniers enterrés. Comment on appelle ça? Pas des greniers, enterrés. Une cave. Une cave. À Moria, dans le plus grand camp de réfugiés d'Europe. Moi, j'ai voulu faire des AirPods, du coup, version upcyclée avec ce que j'avais trouvé sur place. Et là, il y avait des participants afghans, ils m'ont dit « Ah, mais nous aussi, on a ça dans notre pays !» Et du coup, ça montre que il y a même des concepts technologiques qui sont un peu différents selon les endroits, mais qu'on retrouve même à différents endroits du globe, quoi. Et donc, ouais, donc en Mongolie, il y a aussi tout ce qui est serre solaire passif. En fait, il y a un potentiel solaire incroyable, un besoin thermique important, besoin, ressources disponibles localement, paf, solutions techniques, des serres solaires. Du coup, tu peux diversifier l'agriculture, donc améliorer l'alimentation de la famille, peut-être limiter aussi la consommation de bouse de vache pour chauffer l'habitat. Donc le bouse de vache, c'est finalement quand tu n'as plus d'arbres, c'est ce que tu trouves localement. Mais en fait, c'est une ressource qui serait utilisée pour fertiliser les sols, qui du coup n'est plus disponible parce que tu utilises pour le combustible. Non seulement tu perds du coup un matériau qui est hyper riche, mais en plus de ça, le fait de le brûler, tu vas aussi générer des problèmes respiratoires, des problèmes oculaires chez les enfants, les personnes un peu fragiles. Et du coup, c'est hyper intéressant de limiter le chauffage lié à de la combustion et à valoriser les apports solaires passifs, quoi. Et la plupart des maisons sont en pierre, en terre, et du coup, mettre une serre solaire dedans, du coup, à la mi-saison, c'est hyper intéressant, quoi. Et en plus de ça, tu produis plus longtemps dans l'année, l'hiver est long, et du coup, tu as une saison aussi de production alimentaire plus longue et plus diversifiée, donc c'est tout bénef. Et au Mali, ils vont développer plutôt le jatropha. Donc voilà, il y a plein de... C'est vraiment super chouette. Mais eux, tu leur parles low-tech, ils vont dire « c'est quoi la low-tech, quoi ?» C'est juste le mot, faut pas rester campé là-dessus. C'est juste qu'en fait, technologie appropriable, c'est pas sexy. Et en fait, pour le grand public, ça va pas se diffuser. C'est hyper technique comme terme.
Donc c'est vraiment une histoire, enfin il y a aussi beaucoup une histoire de mots et la low-tech c'est un terme qui est un peu plus jeune, un peu plus sexy, qui va pour le grand public faire redécouvrir des solutions qui sont parfois traditionnelles, un peu désuées. Et il faut juste les remettre à la page. J'ai travaillé pendant 2 ans en Afrique pour développer une low-tech, un système qui s'appelle les voûtes nubiennes. Donc ça, c'est construction terre. La voûte nubienne, c'est une technique de construction de bâti à base de banco. Donc ça, c'est l'adobe, c'est de la terre argileuse non brûlée. Le banco, c'est un matériau qui est traditionnel, qui est utilisé depuis toujours par les grands-parents et les arrière-grands-parents pour faire les cases, l'habitat traditionnel. Bon, par exemple, au Burkina Faso, ça va être des toits qui vont être en bois. Et en fait, il n'y a plus de bois, et puis même c'est interdit de couper le bois. Tu peux avoir une amende si tu vas couper le bois en brousse. Il y a une vraie désertification, une déforestation au Sud-Sahara, au Sahel. Et du coup, il y a ce matériau-là qui est disponible, mais qui, en fait, a une mauvaise image dans la population. C'est la maison du pauvre, c'est la maison du grand-père. Et il y a une envie de modernité, d'avoir une maison en cimentol, parce que dans l'imaginaire de la majorité de la population, le cimentol, c'est le progrès, quoi. C'est la maison cool. Sauf qu'en fait... le ciment, quand t'es sous 40 degrés, tu vis comme un poulet. Enfin, c'est pas cool du tout. Puis il y a la première saison des pluies, les toits, ils s'envolent. Donc au final, ça te coûte cher, c'est des matériaux importés, ça creuse la balance commerciale du pays, t'as plus chaud, faut refaire plus régulièrement ton bâtiment. Enfin, du coup, il n'y a pas tant d'avantages que ça, quoi. Ni d'un point de vue humain, du confort des habitants et des utilisateurs du bâtiment, ni d'un point de vue économique, parce que finalement ça coûte cher, ni d'un point de vue environnemental, parce que du coup, le ciment, on sait tous ce que ça pose comme problème en termes de fin des ressources de sable. Enfin, bref, c'est quand même un impact énorme. Et en fait, valoriser le banco, ça passe par changer l'image du banco. Et changer l'image du banco, c'est redonner envie à des personnes en province, en brousse, d'avoir des maisons en banco, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un habitat du riche. Donc en fait, tu vas voir les riches, tu leur dis regarde, faites des maisons en banco, c'est cool, c'est hyper, ça veut faire la sieste au frais, parce que du coup les températures elles sont écrêtées, il fait plus chaud la nuit, puis plus frais la journée. Ça, il y a une inertie des murs. Et du coup, tu passes par les riches, puis après tu reviens en brousse aux plus pauvres, parce qu'il y a eu l'exemple de, en fait, si, c'est un habitat qui, même en termes d'image, enfin, si eux ils le font, c'est que ça doit être bien, donc nous on devrait le faire aussi, quoi. Et l'image, elle est essentielle pour la diffusion des solutions. On dit, enfin je sais pas d'où vient ce chiffre, je pense qu'il a absolument rien de scientifique, mais on dit généralement que dans la diffusion d'une solution technique, il y a 30% la pertinence de la solution technique en tant que telle. Est-ce que ton cuiseur solaire, il fait vraiment chauffer ta nourriture rapidement et est-ce qu'il est efficace techniquement? Et il y a 70%, c'est comment tu le diffuses. Avec quel matériau, avec quelle personne, via quel canal, avec quelle communication, avec quel ancrage, avec quel portage en fait au niveau local. Et du coup, la méthode, elle est presque plus importante, enfin, elle est plus importante que la technique pure. Il y a eu beaucoup d'exemples dans le développement de systèmes techniques qui étaient a priori pertinents et en fait qui n'ont pas été co-construits avec les personnes et du coup ça fait des flops totales. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette légende du puits qui était construit près du village parce que les femmes elles marchaient tous les jours avec pour aller chercher de l'eau en dehors du village et puis il y a une bonne ONG bienveillante qui a dit on va financer un puits dans le village comme ça les femmes vous aurez plus à marcher des heures tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ils ont construit le puits en plein milieu du village, et puis les femmes, elles continuent à aller à l'autre bout du village. Et bien en fait, c'est pas parce qu'il y avait juste un besoin d'aller chercher de l'eau, il y avait aussi un besoin d'avoir un espace social où les femmes se retrouvaient entre elles pour communiquer, jaser, se raconter un peu la vie du village, et qui fait fonctionner en fait l'organisation sociale, et c'est essentiel. Donc c'est ce genre d'exemple, bon celle-là, l'histoire du puits, elle est méga connue, mais en fait, il y en a juste 36, et encore aujourd'hui. Donc pour moi la low-tech c'est vraiment c'est la subsidiarité, c'est vraiment remettre le besoin au cœur, la personne au cœur et tu as beaucoup moins de chances de te planter après dans la diffusion. Mais toi tu veux dire quoi sur la low-tech Yakou? Tu veux parler du travail de la terre? Du travail de la terre, c'est du travail de la terre. Les anciens ici ils retournaient la terre. Hein. Les anciens traditionnellement ici ils faisaient beaucoup des patates, c'est un peu le plat de base, des patates, le chou. Ma grand-mère, elle est arrivée dans ce jardin, elle a tout retourné. Je dis, ah, mamie, arrête, il y a une grelinette. Et c'est sûr que tu détruis toute la vie sous terre, que ce soit les champignons, les parcours des petits vers de terre.
C'est hyper important de laisser finalement la nature dans son équilibre. Elle fait les choses comme il faut, quoi. Il y a une forme de perfection qu'il faut accompagner et pas bouleverser. C'est un changement de posture. Miyaku, lui, il sort la... Comment t'appelles ça? La daba? Daba, non, moi j'appelle ça daba. Daba. La daba, là, c'est la... Nous, on appelle ça la pioche, quoi. Toi, tu vas sortir la daba pour... Chez nous, pioche, c'est ce qui est à bout pointu, là. Pointu, ouais. Daba, Oui, c'est ça, plat. on appelle Et ça ça permet de pioche. retourner la terre. Donc, t'es plié en deux. Donc, tu te casses le dos si t'es pas... T'es plié en deux, puis tu t'avances comme ça et tu recules en même temps. Tu marches en reculant avec ton daba. Et tu retournes. C'est une question d'habitude. Nous, on est habitué à ça. À tourner la terre avec le tabac. Il prend pioche, il grésille le trou. C'est ça. Vous faites quoi? Vous faites arachide, On fait igname, sorgho, manioc, igname. on fait plein de choses, quoi. Manioc, banane, plantain, maïs, tout ça. Ouais. Donc, Yaku, il arrive ici. Il nous a dit, moi, mon rêve, c'est de travailler la terre. Ou bien? C'est ça. Mais ici, là, les patates douces à Briançon, à 1800 mètres d'altitude, ça pousse pas des masses, quoi. Donc, il faut s'adapter un peu. Ouais, mais moi, je me suis adapté un peu à Nice. Oui, c'est ça. Enfin, en fait, ce qui se passe aussi dans les pays, bah, tout de suite, on sent la répercussion des événements politiques avec un peu de décalage sur les arrivées en France. Donc, ça varie, quoi, les origines, les profils. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a dans les médias français et je pense dans la compréhension qu'on a la plupart des Français et de ce qu'ils en perçoivent, une simplification qui est normale, qui est d'un côté il y a des réfugiés politiques, puis de l'autre des migrants économiques. Et en fait, ça c'est dans la pratique, c'est pas exactement ça. En fait, c'est chaque situation est unique, chaque parcours il est unique. Il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, il n'y a pas et puis tout est lié en fait. Enfin, là aujourd'hui, les Afghans, ils rentrent plus dans la case réfugiés politiques parce qu'il n'y a plus officiellement la guerre en Afghanistan. Sauf qu'en fait, c'est des victimes de la guerre qu'il y a eu, qui a complètement détruit le pays, l'économie du pays. Encore aujourd'hui, c'est géré d'une manière qui fait que la population locale, elle peut pas travailler, elle peut pas vivre, elle peut pas prospérer. Et en fait, c'est des victimes de la guerre. Et cette guerre-là, si on veut aller un peu plus loin dans la compréhension de la source du problème pour aller vraiment à l'origine de la chose, et pas être juste le pansement qui vient apporter une couverture à l'exilé qui dort dans la montagne, qui passe par la montagne sous la neige, c'est aussi de se dire pourquoi il y a eu la guerre en Afghanistan. Et est-ce que si c'est... Bon, je pense que ça, maintenant, on commence tous à le reconnaître, mais c'est une tension par rapport à l'accès aux ressources non renouvelables, par rapport au pétrole. Et cette tension-là, elle s'explique par la demande qui est faite des pays occidentaux et leur dépendance envers le pétrole. Le fait qu'on va acheter notre pain en voiture. Et en fait, c'est difficile de se dire, oui, moi, je vais acheter mon père qui va acheter son pain en voiture. Il se dit pas, là, en fait, s'il y a un exilé qui toque à ma porte, c'est parce que moi-même, je suis allée prendre finalement les richesses, les matériaux à un prix aussi intéressant dans ces pays-là. Et d'un côté, on veut bien la richesse du sous-sol, mais on ne veut pas la population. Le Burkina, c'est ça. Le Burkina, c'est 80% de la balance commerciale, enfin des exportations qui sont constituées de l'or. L'or, c'est la principale richesse du sous-sol du Burkina. C'est essentiellement des entreprises françaises et canadiennes qui l'exploitent, qui l'exportent. Et par contre, on va pas vouloir que des Burkinabés viennent en France, quoi. Mais on veut bien de l'or. Ça, pour se marier, c'est bien d'avoir des alliances en or. Mais une fois que tu as vu ce que c'est que l'exploitation de l'or, de l'impact de l'or, moi, je me marierai jamais qu'avec une alliance en or. Hein. C'est... Ouais. Et l'or, il y en a de partout maintenant, dans les smartphones. Enfin, c'est... Ouais, l'association, elle s'appelle ECO. ECO, ça veut dire c'est parti en espéranto. Et ça vient aussi du grec ancien oikos, c'est la maison, ça donnait les mots écologie, économie. Et donc l'OTEC est réfugié. Ça a commencé en Grèce, dans le principal camp de l'Europe. Du coup, au début, ça avait un nom anglais, mais maintenant on peut dire aussi l'OTEC est réfugié. Eh ben, j'ai lancé l'OTEC est réfugié en 2018 à Lesbos, qui est du coup... à l'époque, c'était pas le plus grand camp de réfugiés de l'Union européenne, mais ils ont gagné le pompon. Et c'était Lampedusa en 2018.
Et quand j'ai lancé le projet, il y avait 1 an d'attente en moyenne pour que la demande d'asile commence à être étudiée. Maintenant, c'est 3 ans. Donc, la situation, il y a plus de monde et en plus, la situation sur place, elle s'est largement détériorée. Et en plus, depuis Moria, depuis l'incendie du camp de Moria en septembre, le nouveau camp, il est encore pire en termes de conditions de vie. Donc il y a à la fois des besoins de base qui ne sont pas satisfaits, liés à l'habitat, à l'alimentation, enfin tout, à la santé. Il y a la sécurité aussi qui est un vrai problème. J'en profiterai pour aussi parler de la sécurité des femmes et de la norme des violences sexuelles au sein de ces camps. Et des violences aussi intracommunautaires, intercommunautaires, et entre la communauté exiliée et la communauté locale. Bon, clairement, on dirait pas l'Union européenne, quoi. C'est pas... Ça fait froid dans le dos. Et tout le monde se rejette la faute, hein, l'Union européenne, les États, le niveau local. Après, c'est un problème qui est d'abord politique. Et en même temps, il y a aussi des besoins humains urgents. C'est une situation de crise humanitaire qui dure. Et du coup, ça a aussi du sens d'être acteur sur le terrain. Et je voulais prouver en fait l'intérêt de la low-tech dans un contexte humanitaire et dans un contexte de solidarité. Donc faire un peu une preuve de concept qui puisse après être inspirante. Et aujourd'hui, on est pris en exemple par des acteurs par des réseaux tels que le réseau environnement humanitaire, REH, qui accompagnent des grosses ONG à comment intégrer les questions environnementales dans leur action, et notamment dans le développement, c'est déjà plus le cas, mais dans l'humanitaire d'urgence, c'est beaucoup moins le cas. Ou ouais, au niveau de l'ONU, l'UNHCR, au niveau de l'Union européenne aussi. Enfin, le lieu qu'on a ouvert sur place, le Low-Tech Makerspace, donc c'est le premier concept de Low-Tech Makerspace en Europe. Et il est inspirant par son inclusivité et parce qu'il intègre les questions écologiques par rapport à des Fab Labs plus conventionnels qui finalement sont très tournés numériques avec des laser cutters, des machines imprimantes 3D, etc. Bah là, on est dans le faire aussi à partir de savoir-faire plus accessible à tous, moins impactant, on valorise davantage les ressources matérielles sur place. Et il y a vraiment un parallèle entre, d'un côté, les ressources matérielles qu'on va valoriser, donc que ce soit, alors, de plus en plus, les ressources qu'on trouve, c'est impressionnant, mais c'est de moins en moins des ressources biosourcées et de plus en plus des ressources issues du recyclage. En fait, nos poubelles, elles sont d'une richesse incroyable. Et on valorise ces poubelles-là. Et je dirais aussi, on donne sa place et on valorise des savoir-faire, du temps et de l'énergie de personnes qui sont vues uniquement comme des bénéficiaires par l'approche conventionnelle humanitaire, alors même qu'en fait, ils peuvent être la solution et leur temps, leurs compétences peuvent permettre de répondre aux besoins physiologiques humanitaires. Donc de ne pas voir uniquement les personnes comme des bénéficiaires, mais comme des bénéficiaires acteurs qui ont vraiment leur place. C'est la première partie prenante du projet et c'est pas juste des bénéficiaires, quoi. C'est eux les acteurs du projet. Bon, aujourd'hui, on est à peu près 35 à temps plein dans l'association, quasiment tous bénévoles. Ça fait très peu de temps que moi je suis salariée, ça fait 2 mois. Et dans ces 35 personnes, donc il y en a 17 qui sont à Lesbos, et dans les 17 à Lesbos, il y a 12 membres temps plein de l'équipe permanente, quoi, qui sont issus de l'exil, qu'on appelle du coup des volontaires communautaires, et qui sont à divers rôles et fonctions dans le projet. Donc ça peut être l'accueil sur l'atelier partagé, parce que la personne elle travaille le bois ou l'électronique ou la réparation de vélo, c'est elle qui va accueillir des membres de sa communauté et lui montrer comment réparer son smartphone si c'est lui qui bidouille l'électronique, ou comment réparer son vélo si c'est lui qui est référent atelier vélo. Il y a aussi un rôle de mobilisation au sein de la communauté pour faire connaître le lieu, proposer aux gens de venir aux ateliers, aux formations en fonction des projets des personnes. Donc c'est vraiment les animateurs de l'espace et des animateurs de temps collectif d'apprentissage, et du coup c'est l'apprentissage horizontal. On sort de la posture de le sachant blanc qui vient vous apprendre, qui vient vous enseigner, et voilà l'exilé qui ne sait rien et qui apprend du sachant.
En fait, on se rend compte que nous, plutôt les blancs, on était à l'école, on est tous formatés, on sait lire, écrire, mais en fait, face à un vélo cassé, on est beaucoup moins autonome et on a énormément à apprendre en termes de créativité manuelle de personnes qui viennent de contextes politiques ou économiques, qui ont davantage valorisé ces savoir-faire là où justement, on sait faire plein de choses avec ce qu'on trouve sous la main, quoi. Et du coup, cette créativité, c'est une richesse qu'il faut vraiment valoriser et reconnaître. L'exil, il est beaucoup vu comme un poids en fait par les Français. Les gens viennent nous voler notre emploi, c'est ça la grosse peur. Et en fait, non, parce que c'est pas forcément les mêmes emplois. Parce qu'en fait, aujourd'hui, des fermes qui demandent des mains, il y en a. Parce qu'à Briançon, quand tu veux refaire ton toit, il faut attendre 2 ans avant que tu aies un charpentier qui soit disponible. Donc il y a une demande, il y a des métiers qui peuvent correspondre à ces personnes-là et qui, en termes de créativité, de savoir-faire ou quoi, gagneraient en fait à les intégrer. Et dans les ateliers partagés, on s'en rend compte de la créativité qu'il y a. Enfin, à Lesbos, même l'équipe, quand je parle de l'équipe non exilée, c'est un mix incroyable. Hein. Il y a une Suédoise, un Italien, 2 Britanniques. Enfin bon, bref, c'est assez mixte, quoi, l'équipe. Depuis le lancement de l'hôtel qui est réfugié, je crois que j'ai accompagné 150 bénévoles et d'une vingtaine de nationalités. Et donc, c'est joyeux et vivant. Et ça parle toutes les langues et puis ça partage et ça s'apprend mutuellement énormément, quoi. Du coup, fabriquer les systèmes low-tech. Ah merci, j'arrive pas à parler et faire en même temps. Hein. C'est compliqué de faire 2 trucs en même temps. Merci. Et les low-tech, elles sont utiles en fait dans les camps pour répondre aux besoins de base, aux besoins physiologiques. Les gens qui vivent dans ce qu'on appelle la jungle, qui vivent sous tente, ils ont pas de chauffage sous leur tente. C'est pas parce que c'est en Grèce que l'hiver il fait pas froid et que des fois il neige pas. Et bon, je suis allée à l'enterrement de quelqu'un qui est mort de froid. Enfin voilà, c'est vraiment il fait froid. L'ONU distribue des couvertures. Il y a des tentes. Et nous, en fait, ce que je me suis rendu compte, j'ai fait un peu l'inventaire des ressources matérielles sur place en arrivant. Et c'est qu'il y avait des matières premières, mais juste impressionnantes. Enfin, l'ONU distribue 2 bouteilles en plastique d'eau par jour, 2 litres d'eau par jour aux exilés. Et en fait, donc 2 bouteilles en plastique, fois 25 000, ça fait 50 000 bouteilles d'eau par jour. Donc à la fin de l'année, ça fait des montagnes de bouteilles en plastique. Donc là, on se dit, tiens, ça, il y a quelque chose à faire, quoi. Plutôt que de continuer à polluer les environs, entre les oliviers qui sont coupés, la rivière qui est polluée, ça crée des tensions avec les locaux, etc. En fait, ces bouteilles en plastique, il y a peut-être plein de trucs à en faire. Donc on a fait du fil pour réparer les meubles, on en fait des extincteurs parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'incendie. Une autre ressource qui était largement abondante, donc ça c'était en 2019 qu'on a lancé ça, c'est les gilets de sauvetage. En fait, tous les exilés qui arrivent en bateau avec des gilets de sauvetage qui parfois sont des faux gilets de sauvetage qui en fait s'imbibent d'eau et coulent. Donc quand les gens ne savent pas nager, en plus de ça, ils sont tirés vers le bas. Bon bref. Il y a des montagnes de gilets de sauvetage qui du coup ne repartent pas en Turquie, elles finissent à Lesbos et voilà, il y a des tas. Par exemple, à Lesbos, donc il y a une des matières qui est très largement disponible, qui n'était pas exploitée, c'est tous ces déchets de gilets de sauvetage. Là, il y a 2 matériaux qui sont intéressants en grande quantité. Donc il y a le tissu, avec lequel l'association Lesbos Solidarity fait tout type d'objets, comme cette sacoche. Et il y a aussi du coup ce qu'il y a dans le gilet. Donc c'est de la mousse qui du coup permet de faire des matelas sous les lits, de faire des matelas de sol, quoi. Et donc ça apporte du confort nocturne et c'est un confort thermique aussi. La première année, le prototype, c'était donc on avait ces bouts de mousse et on les cousait entre eux avec du coup du fil qu'on fabriquait à partir des bouteilles plastiques. Et en fait, ça tenait pas très bien. Et la deuxième année, on a amélioré le concept technique. Donc, avec un chalumeau, on fond la mousse et ça colle. Et là, on en a fait à la chaîne, on a fait plein. Et il y a quelques systèmes low-tech comme ça qu'on a fait en très grande quantité, que ce soit les powerbanks. Donc ça, on récupère en fait les batteries externes de téléphones portables usagés. On les ouvre, il y a des vieilles batteries dedans, on les teste. Et après, avec les batteries qu'on a récupérées,
On fabrique du coup des... En gros, c'est pour recharger ton téléphone. Et en fait, dans les camps, il y a tous les gens qui sont dans le camp de Moria, par exemple, ils avaient 4 heures en moyenne d'électricité par jour. Et ceux qui sont en dehors du camp, dans la jungle, sous tente, ils n'ont même pas accès à l'électricité. Donc il y a besoin d'aller charger son téléphone à un point d'électricité. Puis bah voilà, après, chez toi, si tu veux avoir un peu de lumière ou quoi, comme ça, c'est un système où tu branches ta batterie externe sur les petites LED là qui sont sur une bouteille. Et du coup, ça te fait une lampe qui consomme peu d'énergie pour mettre dans ta tente. T'as des milliers de personnes qui n'ont pas accès à la lumière, enfin en Europe. Ouais, c'est... Ça, t'en as fait une, Yaku. Tu veux présenter toi? Là, c'est une ceinture à base de pneus. Voilà. Et est-ce que Yaku, tu veux présenter... Ça, c'est toi qui l'as fait celui-là ou pas? Oui, c'est moi qui C'est toi qui l'as fait? Ah! Ça, c'est une banane. Tu mets ta cigarette, ton briquet, ton petit cigare. Donc, je fais ça, bâche putain. Avec une mètre. Et je prends la mesure, je coupe. Ouais, c'est ça. Lesbos, par exemple, les couvertures données par l'ONU, elles sont brûlées au lieu d'être nettoyées. Parce que pour des raisons de budget, de logistique, c'est plus simple de redemander un budget couverture l'année d'après parce qu'on ne sait pas combien il y aura de personnes. Et parce que gérer la logistique de milliers de couvertures, c'est pas facile, donc ça demande du travail. Et qu'en fait, c'est juste plus simple de se dire on recommande des nouvelles couvertures, quoi. C'est vrai que la low-tech, c'est pas toujours plus simple dans la diffusion. Il y a un modèle à imaginer, à construire d'un point de vue technologique en termes de diffusion. Après, une fois que ça a été expérimenté, qu'il y a des preuves de concept et que ça marche bien, là, on se dit oui, c'est simple dans le sens où finalement, l'énergie investie humaine, matérielle, ça permet une meilleure efficience. Mais dans l'urgence de l'humanitaire, on se dit rarement, ouais, j'ai le temps de réfléchir à faire un truc un peu plus complexe. Par exemple, nous, on ouvre un lieu avec des outils, ça, c'est plus complexe en termes de gestion que juste de donner des tentes. Enfin, donner des tentes, là, tout le monde comprend. Sauver quelqu'un en Méditerranée, tout le monde comprend. Expliquer, nous, on fabrique des systèmes écologiques et accessibles dans les camps divers, avec les gens qui sont différents selon les gens. Déjà, rien qu'en termes de communication, c'est beaucoup moins lisible. Donc, pour plein de raisons, il y a aussi des freins à ça. Je pense qu'il y a aussi des freins psychologiques, de se dire on est dans l'urgence, mais quand l'urgence elle date depuis plusieurs années, faut commencer à se dire que peut-être que oui, les situations restent d'urgence tout le temps, mais en fait il est temps d'avoir aussi des solutions durables dans l'urgence, quoi. Et ça c'est plutôt c'est plus de l'ordre du changement de paradigme intellectuel que vraiment des freins pratico-pratiques. Et après, il y a aussi des freins organisationnels. C'est tout un système qu'il faut questionner. Enfin, l'humanitaire d'urgence, il est aussi beaucoup porté par des ONG internationales qui vont prendre l'avion. Mais comme dans les entreprises, la notion de RSE dans les entreprises, maintenant, elle commence à même être officialisée. Il y a des obligations de faire des rapports environnementaux, etc. Dans les ONG, dans les administrations, la notion de responsabilité sociétale, avec derrière des indicateurs de suivi, avec des objectifs pour les managers intermédiaires, de dire voilà, l'objectif c'est pas uniquement la rentabilité, mais c'est aussi les émissions carbone ou quoi. Si c'est pas intégré dans la fiche de poste des personnes et qu'il n'y a pas d'évaluation des missions des individus par rapport à ces objectifs-là, si la stratégie globale de l'organisation, quelle qu'elle soit, c'est uniquement des objectifs de nombre de personnes qui ont une couverture, oui, aussi la logique voudra que l'organisation aille vers ce qui est le plus simple à court terme. La low-tech, elle permet de se recentrer sur du local, elle permet de, par exemple, là à Lesbos, plutôt que distribuer des bouteilles en plastique, est-ce qu'on peut pas, avec les céramistes du coin, fabriquer des filtres en céramique pour potabiliser l'eau? Donc tu limites les tensions entre la population locale et les exilés, et puis toute la crise qu'ils représentent, et en plus de ça, tu limites c'est à tous les niveaux, c'est bénéfique. Après, il faut le construire, il faut l'imaginer. Je vois mal l'ONU dire oui, on va fabriquer à la chaîne des filtres en céramique, parce qu'après d'ailleurs il faut les gérer, s'ils sont cassés qu'ils les réparent. En fait le tout jetable c'est quand même donner une barquette de nourriture 2 fois par jour, mais t'as pas à gérer derrière la vaisselle, quoi. Enfin ça a un côté très pratique, Changer quelque chose, une crise, c'est perdre quelque chose et gagner autre chose. Il y a toujours des gagnants et des perdants. Faire évoluer l'économie française en période de Covid, c'est aussi peut-être profiter du fait qu'il y ait des économies qui soient plus adaptées et de se dire, plutôt que de investir pour soutenir des économies uniquement pour préserver de l'emploi, poser la question de est-ce que cet emploi, on veut vraiment le garder, cet emploi-là,
Ou est-ce qu'en fait, on ne voudrait pas soutenir une autre économie et créer de l'emploi ailleurs et la même somme d'argent, on la mettre dans un autre secteur? Pour moi, la crise de la Covid, c'était juste une opportunité énorme à saisir pour accélérer une transition beaucoup trop lente, qui d'ailleurs est une transition que dans les mots, et puis dans la pratique, on est dans toujours plus de consommation. Il y a une prise de conscience de la population, mais dans la pratique, les mêmes personnes consomment plus que la génération d'avant ou 2 ans auparavant. Donc oui, complètement, c'est aussi faire des abandons et des renoncements par rapport, je sais pas, à un secteur aéronautique, ou je sais pas, enfin bref, à certains types d'économies, et puis pour choisir autre chose. Je pense que soutenir l'emploi de base, sans se poser la question de quel type d'emploi, c'est un non-sens, quoi. Le but, c'est pas que les gens ils aient un salaire et qu'ils aient un emploi, c'est qu'ils aient un emploi qui soit utile et qui soit bénéfique à eux et à la communauté. Je pense qu'individuellement, les gens au sein du système, ils aimeraient pouvoir se poser plus de questions, mais ils font partie d'une énorme machine qui a des rouages, et ça prend du temps de faire bouger ça. Intégrer les questions environnementales dans les questions humanitaires, c'est lent, c'est compliqué. C'est déjà très compliqué dans les entreprises qui ont pour seul but d'être rentables. L'être dans une association, dans une ONG qui a pour but de sauver des vies, ça nécessite un argumentaire encore plus pertinent et surtout des preuves qu'en effet, intégrer des questions environnementales, c'est pas perdre de l'efficience par rapport à l'objectif final social. En fait, c'est créer des synergies et avoir au final les meilleurs impacts même humanitaires derrière. Là, le fait qu'on utilise la low-tech, non seulement on répond aussi aux besoins physiologiques comme peut le faire l'humanitaire conventionnelle, mais en plus de ça, on a un apport psychologique incroyable. Plutôt que d'être dans une position d'assister, être une fois, que quelqu'un t'offre un repas un jour, c'est ok. Que tous les jours, pendant des années, pendant 3 ans, on te serve à manger, à la fin, est-ce que tu as encore confiance dans ta capacité à cuisiner? Enfin, en termes de dignité, de confiance en toi, c'est complètement... les gens, ils perdent leurs compétences, en fait, pendant ces temps d'attente. Et du coup, quand tu sais que dans le camp de Moria, tu as 1/3 de taux de tentative de suicide, oui, l'apport psychologique, il est essentiel. Et oui, du coup, notre impact humain et humanitaire, il est meilleur que dans une approche conventionnelle. En plus de ça, notre projet, il est aussi très efficient d'un point de vue économique. On se rend compte qu'on arrive à valoriser des ressources matérielles disponibles localement qui sont gratuites ou très peu coûteuses. On achète en gros la colle, les clous, c'est les vélos, on a récupéré des vélos locations, on les remet en état. Et en fait, avant que Low-Tech et Réfugiés, on apporte des centaines de vélos cassés qu'on les remette en état, il n'y avait pas de solution pour que les exilés aillent du camp à la ville autrement qu'à pied ou avec quelques bus. Donc tu voyais des gens marcher sous le cagnard pendant 1h30 avec leurs poussettes pour aller retirer de l'argent dans un ATM ou pour aller voir le docteur. Et là, maintenant, tu as des vélos. Les gens, tu gagnes en liberté. Ça, psychologiquement, concrètement, en termes de temps, de gestion de ton quotidien... avec des chariots pour transporter du bois, et le fait que les gens ils réparent les vélos eux-mêmes, ça coûte moins cher que si l'ONU devait payer des gens pour entretenir les vélos. Et en plus de ça, les gens ils sont contents de savoir, d'être utiles, le sentiment de ne pas être utile à ta propre communauté, à ta propre société. C'est quand même compliqué d'être dépendant de la charité pendant des années. C'est affreux comme posture. Est-ce que tu participes à ces ateliers low-tech? Oui, je participe. Okay. C'est même notre cuisinier en chef. Hein. Ah ouais? Okay. Comme atelier, t'as fait quoi? T'as fait plein de trucs. Hein. Ici, j'ai fait plein d'électriques, j'ai réparé le vélo, tout ça, et la peinture. On a fait l'éco-rénovation là, adaptée pour les maisons d'ici. Oui. Tu te souviens, on était allé à Chantemerle? Oui, je me rappelle. On a fait ça. On a fait le travail du bois. Oui, je me rappelle très bien. On a fait du bois et on a fait maçonnerie aussi, non? Ouais, la maçonnerie. Les low-tech, c'est adapté à chaque contexte. Donc oui, on fait pas les mêmes systèmes techniques dans les différents endroits. On fait pas exactement les mêmes actions. On fait pas... on s'adapte à chaque fois. On s'adapte aux besoins du territoire, aux besoins des personnes, aux ressources disponibles sur place. Par exemple, la low-tech à Lesbos, elle est surtout utile pour répondre aux besoins immédiats. Donc l'accès à l'habitat, à l'eau, à l'énergie, à la mobilité, à la santé, à la conservation des aliments.
Et à Briançon et à Marseille, on est dans une autre phase de l'exil où les personnes elles réfléchissent aussi davantage à s'insérer socialement et professionnellement dans la société. Et donc là, la low-tech, c'est aussi des savoir-faire qui peuvent être valorisés et qui peuvent faciliter cette insertion-là. Donc on cherche à créer des vocations à travers les ateliers et à travers les formations. On cherche à professionnaliser des personnes, à adapter finalement leur savoir-faire préexistant à un contexte peut-être plus sécuritaire. Par exemple, quelqu'un qui va très bien savoir travailler les bois, c'est juste que ce ne sera pas forcément les mêmes outils ou les mêmes normes de sécurité en France que dans son pays d'origine. Donc il y a quand même une mise au goût, une mise aux normes à faire, quoi. Par exemple, à Briançon, l'intérêt, il est moins de fabriquer des systèmes utiles à l'habitat, parce que finalement, des solutions d'hébergement, il y en a plus que ce qu'il peut y avoir à Lesbos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de passer un moment dans la rencontre, de faire autour d'un atelier, autour du faire ensemble, se faire rencontrer des exilés, des habitants locaux, des touristes solidaires, qui ensemble vont avoir un même intérêt pour cette technique-là et qui du coup vont se rencontrer autour de ça. Enfin, la rencontre est un objectif en soi presque, c'est pas juste un moyen. On est dépassé par le nombre de gens, on a déjà impacté plus de 5500 personnes, quoi. Moi, je pense qu'en termes d'acteurs de la low-tech en France, en termes d'impact direct terrain, ça va. Mais du coup, enfin en France et en Europe, mais du coup, ouais, non, on n'est pas avec une équipe tournante de bénévoles, on n'est pas en capacité de suivre un tel nombre de personnes. Du coup, le suivi, il se fait plus ou moins. Pour certains dispositifs, certaines activités, on le fait bien. Par exemple, pour une formation permaculture qui va durer 3 semaines, on va avoir 6 mois d'accompagnement post-formation, où là, pendant les 6 mois, si la personne elle a un projet pro en lien avec la permaculture, ben, on va l'accompagner dans son projet. Mais on va pas forcément le faire de manière systématique pour toutes les personnes qui viennent à un atelier ou qui viennent une fois sur un atelier, un low-tech makerspace pour réparer quelque chose. Là, on n'est pas du tout en capacité. Et en fait, on a des bonnes surprises. Un jour, par hasard, à un atelier de Briançon, on est tombé sur quelqu'un qui était un de nos aidants à Lesbos. Mais vraiment par hasard, il savait pas qu'on était à Briançon, parce que déjà, c'est nouveau qu'on soit à Briançon. Et puis parce que déjà, sur une carte, savoir où est la France, c'est pas toujours évident. Alors... si un jour il avait entendu parler du fait qu'il y avait une antenne à Briançon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il savait qu'il allait y passer lui-même plus tard. Et il est un peu passé par là par hasard, et nous on est retombé sur lui par hasard dans un atelier. Donc oui, on est sur le même circuit, le même parcours. Après, l'insertion professionnelle en tant que telle, elle met beaucoup de temps, parce qu'elle nécessite d'avoir des papiers. Et les papiers, ils mettent tellement de temps à arriver qu'en fait, pendant tout ce temps-là, les personnes ne peuvent pas réellement s'insérer professionnellement. Il y a un frein énorme administratif. Tu n'as pas le droit de travailler si tu es demandeur d'asile, en fait. Il faut être réfugié. Et donc, si tu n'as pas le statut de réfugié, ben, ton insertion professionnelle, elle est extrêmement freinée. Donc, c'est des gens qui ont envie de travailler, mais qui n'ont pas le droit de travailler. Donc on a besoin de plus de temps là pour que les gens qui sont passés par exemple par Lesbos, et là en termes d'années, il va attendre un peu avant que ce soit des personnes qui aient le droit d'avoir un emploi, quoi. Après, si vous voulez des exemples d'exilés qui ont réussi leur insertion grâce à la low-tech, qui sont maraîchers bio, il y en a un, Kofi Annan, qu'on a déjà fait intervenir dans des formations permaculture qu'on a pu faire par exemple. Là, à Gap, si vous passez par Gap, il y a, je sais pas, l'autre fois j'ai rencontré un exilé qui travaille dans le bois, chez Alpe Ecobois, c'est une entreprise de charpente, qui fait des tiny d'ailleurs. Enfin après, bon, voilà, ou la réparation de vélo, enfin après il y a des exilés déjà qui montrent que c'est possible et qu'on peut faire autre chose que du ménage, des tresses, de la maçonnerie, des routes, ou rejoindre la Légion, parce que la Légion ils offrent les papiers au bout de quelques années, donc c'est un bon argument pour s'engager. On distingue vraiment les ateliers et les formations. Dans les formations, il y a quand même une personne qui est compétente, expérimentée, un formateur, qui va partager son savoir. Et donc on est quand même dans quelque chose de un peu plus scolaire, même si ça reste du coup quand même très pratique. Dans les ateliers, c'est pas du tout scolaire. Il y a un apprentissage qui est extrêmement horizontal. Il y a un objectif aussi de faire quelque chose à la fin de la journée ou de l'atelier, avec lequel les participants vont repartir. Par exemple, on va fabriquer... les powerbanks, tu avais fait ça aussi, Yaku, des batteries externes de recharge de téléphone portable. Ben, chacun, à la fin de la journée, va repartir avec son système de recharge de téléphone portable. Ou alors, vous allez voir au refuge, on a fait des ateliers qui sont utiles pour donc, le refuge, c'est le centre d'hébergement d'urgence dans le Briançonnais. Donc les exilés qui arrivent par la montagne, pendant 10 jours, ils ont le droit de se reposer avant de continuer leur chemin. Et c'est une association
avec plein de bénévoles et de soutiens citoyens locaux qui accueillent les personnes de passage dans l'urgence. Et du coup, ce lieu-là, il avait aussi besoin d'avoir des meubles extérieurs, donc on a fait un atelier avec les exilés pour fabriquer des meubles en palette. Voilà, on a fabriqué un vestiaire à l'intérieur du refuge parce que ça correspondait à un besoin de ce lieu. Donc on fait en fait le pont entre des acteurs plus de la solidarité, notamment d'aide aux exilés sur le territoire, qui ont besoin des low-tech. À Lesbos, on a équipé en l'électricité un bus qui maintenant sert d'école et qui va dans le camp. Ça, c'était le mois dernier. On a fabriqué des étagères pour une maison qui accueille des femmes à Lesbos. Donc à chaque antenne, on apporte aussi de la low-tech pour les autres acteurs du territoire. Et inversement, les acteurs techniques plus de la transition écologique qui, eux, touchent pas les exilés, ils sont contents qu'on puisse parfois leur donner accès à cette population-là aussi. Donc on apporte de l'inclusivité aux acteurs de l'environnement et de l'environnement aux acteurs de la solidarité. Et créer des ponts entre ces deux mondes alors qu'en fait ça se marie très bien. Les ateliers, c'est vraiment quelque chose de très horizontal et d'utile à très court terme. Et c'est un peu du one-shot, ça peut être des gens de passage qui vont un jour à un atelier. C'est court, c'est simple. Tu apprends à fabriquer un système. Et alors qu'une formation, tu vas vraiment approfondir un savoir-faire. Tu vas aussi certifier. L'idée, c'est aussi de valoriser un savoir-faire que tu peux déjà avoir et qu'il soit davantage reconnu. 6 volets d'action, on a donc les ateliers, les formations, la gestion des ateliers qu'on appelle les low-tech makerspace, qui du coup sont des sortes de repair café, puis endroits où les gens fabriquent des systèmes low-tech au quotidien. Donc il y a l'appui aux acteurs locaux, il y a aussi à Briançon et à Marseille de plus en plus d'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle, parce qu'on se rend compte que renforcer les compétences techniques, c'est chouette, mais en fait si à côté il n'y a pas de renforcement des soft skills, et en fait l'insertion elle a vraiment besoin des deux, quoi. Et puis après, pour quelques systèmes low-tech qui sont vraiment très pertinents par rapport à un besoin de masse au niveau local, là on va avoir vraiment des personnes qui à la chaîne produisent des rocket stoves. En fonction de la saisonnalité, printemps, été, automne, hiver, on fabrique pas les mêmes systèmes low-tech. Donc ça c'était automne 2018, l'hiver qui est arrivé, et il y avait besoin que les tentes puissent avoir un peu de chaleur, quoi. Et on avait récupéré des bidons d'huile d'olive, parce qu'il y en avait plein à Lesbos, des Grecs qui consomment plein d'huile d'olive. Et en fait ça faisait des mini poêles de masse qui continuent, même une fois éteints, en fait, continuent à irradier de la chaleur. Bon, c'est assez dangereux dans les tentes, mais voilà, il n'y avait pas forcément d'alternative à ce moment-là en termes de chauffage, et du coup qui était aussi très économe en bois, donc ça limite de couper les oliviers, parce que du coup là, le camp il est au milieu des oliviers, donc les gens ils vont couper les oliviers des paysans d'à côté, ça crée des tensions. Puis ils piquent les moutons aussi pour le méchoui. Ça crée des tensions, le méchoui. Low-tech, c'est pas low-tech ou pas low-tech, c'est pas blanc-noir, quoi. T'as un système qui est low-tech par rapport à un besoin, par rapport à un contexte. Un vélo, il peut être low-tech par rapport à une voiture, mais il peut être moins low-tech par rapport à faire un truc à pied, si tu pouvais le faire à pied. Et après, t'as plein de types de vélos aussi, quoi. Donc, t'as des vélos plus ou moins low-tech. Donc, c'est difficile de dire qu'est-ce qui est low-tech, ce qui l'est pas. Donc, par exemple, ça, est-ce que c'est typiquement low-tech? Est-ce que ça répond à un besoin de base d'avoir un portefeuille? Je sais pas. Là-dedans, il y a quoi? Ah, c'est un tawashi. Vous connaissez les tawashi? Non. Ah, tawashi, Ah oui, si, on en c'est a un dans truc la un maison. peu zéro waste. Ouais. Tu récupères un petit bout de tissu et c'est assez simple à tisser. Et en fait, ça te fait une éponge japonaise upcyclée, quoi. En fait, c'est marrant, ça, on en a fait dans les camps. Nous, on pensait que ça allait être utilisé comme des éponges. Et en fait, les gens, ils s'en servent pour se laver. Mais les besoins, ils sont pas les mêmes. En fait, dans le cochon, tout est bon, la bouteille aussi, hein. Mais avec le bouchon, tu peux faire des petites boîtes pour mettre ton sel quand tu vas pique-niquer, pour mettre tes médicaments pour pas les perdre, pour ton cigarier les cendriers, voilà, de poche pour pas polluer la planète. Hop, tu mets ton mégot là-dedans, c'est dans la boîte. Ah ça, voilà, le truc dont je vous parlais pour les bouteilles. Donc là, tu coinces ta bouteille plastique et tu tires comme ça, et ça déroule un fil, et du coup avec ce fil là tu peux réparer une chaise en plastique par exemple.